Bon, excusez notre retard, on va commencer et puis on réglera nos problèmes techniques au fur et à mesure. Bonjour à tous, je suis Jeanne Carès de Bock, responsable du programme Smart City et Innovation Territoriale à la Banque des Territoires. Merci de nous rejoindre au Hub des Territoires, qui est un espace d'échange et de développement. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ligne et en présentiel, enfin surtout en ligne, hein. Et en fait, je vais vous dire juste quelques mots sur le Hub avant de commencer. Le Hub, la mission du Hub, c'est vraiment d'inspirer, de concrétiser les réussites territoriales, de nous rassembler comme aujourd'hui autour de thématiques qui sont des thématiques qui concernent les acteurs des territoires. Et nous le faisons grâce à une programmation, grâce à des événements, grâce à des ateliers. Et vous trouverez sur le chat tout l'agenda du Hub des territoires. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres événements. Pourquoi aujourd'hui un événement sur les compétences numériques? Alors tout d'abord, la Banque des Territoires, nous, on œuvre pour des territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés. Et le programme Smart City et Innovation Territoriale, dont je suis responsable, accompagne les territoires dans leur transition numérique. Et on les accompagne via plusieurs leviers. On accompagne les territoires via des expertises. On publie comme ça, on publie des guides qui peuvent être utiles, excusez-moi, comme un guide sur les jumeaux numériques, ou bien on a fait un guide sur les outils numériques pour revitaliser les centres-villes. Et puis, on accompagne les territoires via nos programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain en conseil. Et là, on peut financer des missions de conseil pour faire une transition numérique, pour aller faire une étude de faisabilité d'un tiers-lieu, par exemple. Et en fait, on développe aussi des nouveaux services en partenariat, et c'est ce dont on parlera aujourd'hui notamment. On développe aussi des nouveaux services, et par exemple, on a en ligne un annuaire des entreprises de la Smart City qui permettent aux territoires de se dire: je veux aller faire de la participation citoyenne, mais quelles sont les entreprises qui existent sur ce sujet? Notre annuaire peut vous éclairer là-dessus. Et en fait, dans tous les accompagnements qu'on a vus des territoires, on s'est rendu compte qu'il y a souvent un frein. Un frein, ce sont les compétences numériques des agents, des élus. Et ces compétences sont vraiment un levier pour aller vers une transition numérique. Je passe la parole à Chloé Friedlander, donc chargée de mission Smart City et Innovation Territoriale, qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, en effet, aujourd'hui, un événement sur les compétences numériques des agents des collectivités, puisque, comme le disait Jeanne, on s'est rendu compte que c'est un frein qui revient régulièrement. Nous, on veut promouvoir des outils qui permettent de mieux gérer, mieux piloter le territoire, comme des outils de data, mais on s'est rendu compte que, avant de pouvoir se saisir de ces outils, il fallait bien que les agents aient toutes les compétences pour pouvoir à la fois gérer leur vie d'agent, à la fois gérer le télétravail, et puis ensuite pouvoir passer à des usages un peu plus complexes. C'est comme ça qu'on s'est associé à Pix depuis un petit peu plus d'1 an. Et donc, vous allez découvrir Pix et ce qu'on a fait avec eux. Et puis, on voulait aussi saisir l'opportunité de passer en revue en fait tous les enjeux des compétences numériques des agents des collectivités. Et c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui, et je passe les slides, donc Céline Colucci, déléguée générale du réseau des territoires innovants Les Interconnectés. Bonjour Céline. François Vergnon, qui est à distance, chargé de mission numérique de la communauté d'agglomération Quimper-les-Communautés. Bonjour. Alice Marquette, directrice de l'INSET de Dunkerque et responsable du plan d'action numérique du CNFPT. Bonjour. Et pour finir, Marie Bancal, responsable des partenariats et du développement chez Pix. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Pensez bien à allumer vos micros quand vous parlez, c'est juste en dessous. Je me tourne vers Céline puisque c'est elle qui va commencer. Donc Céline Colucci, est-ce que vous pouvez nous présenter les interconnectés et nous dire comment vous en êtes arrivé à travailler sur les compétences numériques dans les collectivités? Oui, bonjour, bien sûr. Merci de m'accueillir ce matin. Donc, je suis Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés.
Nous sommes une association qui a été créée en 2009 et qui a la particularité d'avoir été créée par 2 associations d'élus que sont Intercommunalité de France et France Urbaine. Et l'idée, ça a été vraiment d'accompagner les collectivités dans les différents défis de la transformation numérique. Donc au fil des années, on a abordé différents sujets. Et c'est vrai que cette question de la montée en compétence des agents et de l'évolution des métiers aussi des collectivités est arrivée petit à petit, relativement récemment, je dois dire. Notamment le déclencheur, ça a été en 2018, la ville de Grenoble qui nous interpelle, puisqu'on travaille, nous, effectivement, donc avec les intercommunalités, les villes de toute la France, sur les différents sujets que sont l'inclusion numérique, la donnée, la question de la transformation des services. Donc, on est vraiment avec eux au quotidien sur ces sujets-là. Et donc, ils nous interpellent en nous disant, ben voilà, nous, on travaille aujourd'hui sur un grand programme d'accompagnement à la transformation écologique et numérique. Et on s'est rendu compte qu'on a une difficulté au sein de l'organisation qui sont toute une série de personnels qui sont éloignés du numérique et qui potentiellement vont être en difficulté pour pouvoir continuer à travailler sereinement au sein de l'organisation. Donc, sur cette interpellation-là, je les ai accompagnés lors d'une journée d'action pour lancer un grand programme d'accompagnement. Et ça a été le début de cette réflexion commune et cette prise de conscience progressive de ces enjeux. Petit à petit, on a vu effectivement le sujet se déployer. Donc, à la fois la prise de conscience d'un certain nombre de personnels qui sont éloignés et qui sont en risque finalement de rupture avec leur milieu professionnel et leur capacité à être actifs dans la collectivité. Il y a aussi tous ceux qui sont potentiellement à un moment ou à un autre, et on l'est tous, à un moment ou à un autre, en difficulté par rapport au quotidien, de se dire, ben tiens, finalement, là, je suis bien à l'aise avec mon outil, mais on me change le logiciel, mais on me change mon environnement, on me demande de faire de la data, là où je faisais de l'outil métier, je ne sais plus faire, je me sens incompétent, je me sens mal dans mon métier. Et puis, et ça c'est un point qu'on a aussi identifié à travers une étude qu'on a menée avec Pix l'année dernière, puisqu'on a voulu faire un état des lieux au bout d'un moment de savoir quelle était la situation. Et effectivement, on a lancé une étude donc avec Pix, les interconnectés, le Syntec et la Gazette des communes, pour faire un premier état des lieux de la situation. Et on a été déjà surpris de voir à quel point les collectivités ont joué le jeu de diffuser l'information, y compris en interne à leurs agents, et puis du nombre de réponses, parce qu'on a eu beaucoup de réponses assez vite. Et là, on s'est rendu compte que finalement, quand ils se testaient sur l'outil, et c'est tout l'intérêt effectivement de cet outil, c'est qu'on sortait d'une étude déclarative, on était vraiment sur des gens qui faisaient un test de compétences, léger évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire le vrai, mais se trouvaient confrontés à la réalité de leur situation. Et là, on s'est rendu compte qu'environ seulement un quart des personnes étaient parfaitement à l'aise par rapport aux outils, aux connaissances dont ils devaient manier au quotidien. Ensuite, il y avait à peu près un gros tiers qui était un petit peu éventuellement en difficulté, puis le reste qui était réellement éloigné de ces enjeux. Et du coup, là aussi, un profil qu'on n'identifie pas forcément, mais des personnes qui n'ont pas forcément besoin du numérique au quotidien, aujourd'hui dans leur métier. Et ces gens-là, non seulement on se dit que peut-être c'est quand même intéressant de les initier au numérique, mais en plus, ils en ont envie. Et c'est ce qui ressortait de l'étude. Et je pense que là, l'arrivée des conseillers numériques qui ont été financés dans le cadre du plan de relance dans les territoires ont été aussi un effet accélérateur. Nous, on l'a beaucoup vu auprès de nos territoires, parce qu'on travaille beaucoup sur l'inclusion numérique aussi avec eux. Et en fait, de se dire qu'on allait former massivement les populations et pas les agents a été vécu comme quelque chose, comme aussi là, un révélateur, un déclencheur. Et donc là, ça a réactivé cette volonté de pouvoir mettre en place des vrais plans d'accompagnement des collectivités, des agents en interne. Et dans certains cas, comme à Rennes par exemple, ils font des formations communes, agents population sur le terrain, animés par des conseillers numériques. Et c'est des petites expérimentations, mais qui me paraissent extrêmement intéressantes. L'idée étant de se dire, finalement, cette culture du numérique, elle est nécessaire à tous, qu'on soit professionnel, que ce soit dans notre vie privée. Et du coup, il y a vraiment un gros effort, une vraie prise de conscience qui est faite.
Après, la question des expertises plus avancées, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, les nouveaux métiers qui vont arriver, c'est quelque chose qui est plus marginal aujourd'hui. On sait que ça va venir et qu'il y a des besoins évidemment de compétences un peu pointus, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Je crois que vraiment la grande priorité, c'est de pouvoir accompagner cette montée en compétences globales, de pouvoir accompagner l'ensemble des professionnels tout au long finalement du parcours et ne pas oublier ceux qui, a priori aujourd'hui, apparaissaient pas comme des gens qui utilisent le numérique au quotidien. Et puis, dernier point peut-être, des métiers comme l'agent d'accueil, par exemple, et notamment ceux qui sont en contact avec les publics exclus, sont effectivement des métiers sur lesquels il y a une urgence à agir, puisque c'est des personnes qui, aujourd'hui, sont dans un métier extrêmement complexe. Ils doivent pouvoir, eux, démêler la complexité administrative pour aider la personne en face. On leur demande aussi d'être en capacité de pouvoir dire si cette personne va être capable d'être autonome en numérique, s'il faut la réorienter vers un centre de formation, un conseiller, etc. etc. Donc, c'est devenu des métiers extrêmement complexes. Merci beaucoup Céline pour cette belle introduction, pour comprendre d'où ça vient en fait, ce besoin de travailler sur les compétences numériques. Et là, je vais passer la parole à François Vergnon de Quimper les Communautés. Vous, François, vous êtes chargé de mission numérique à Quimper les Communautés. Vous travaillez également sur l'accompagnement des agents dans l'acquisition de compétences numériques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a émergé? Et il me semble qu'il y a une belle transition entre ce que disait Céline au sujet des agents d'accueil, puisque finalement, c'est votre première cible. Oui, effectivement. Donc, Quimper les Communautés, juste pour contextualiser, c'est une grande, en surface, communauté d'agglomération qui regroupe 16 communes, qui est en Sud-Finistère, à mi-chemin entre Quimper et Lorient, plus proche de Lorient finalement, qui est dans le département d'à côté. La plus grosse commune fait 13 000 habitants, la plus petite moins de 800, avec un habitat diffus. Donc une première approche qui est liée à un petit contre-pied peut-être, une approche qui est liée à l'inclusion numérique, pour lequel on a deux approches. On a toujours l'idée de faire les démarches ou d'accompagner les gens pour faire les démarches. Et on a aussi l'idée de faire monter en compétences. Donc il y a deux cibles, ce sont les citoyens, mais ce sont également les agents. Évidemment, les agents qui nous intéressent ici sont ceux qui sont en capacité d'accompagner les citoyens dans leur démarche administrative et dans leurs difficultés face au quotidien, uniquement sur l'axe des démarches administratives liées au numérique. Ce n'est pas ces agents, en particulier les agents d'accueil, qui auront la mission de faire monter en compétence les citoyens eux-mêmes. C'est une autre partie. Pour ça, on s'est appuyé sur un réseau d'accueil, sur un réseau d'agents qui était déjà constitué, qui est un réseau d'agents d'accueil. Donc l'objectif, c'était de mettre un focus sur le numérique, à la fois mettre en place un moyen d'expression et d'échange avec les agents pour essayer de déterminer ce qui a bien été dit par les études et ce qu'a décrit Céline tout à l'heure, c'est ce sentiment d'insécurité, de besoin de valoriser des compétences qu'ils ne savent pas détenir, et puis de faire apparaître celles qu'ils ne connaissent pas, celles qu'ils ne maîtrisent pas. Une des difficultés, c'est un travail qui est transversal, qui est intercollectivité, puisqu'en fait, ma mission, elle est mutualisée, mais les agents d'accueil sont dans chacune des communes. Et puis, c'est la situation qui a été jugée la plus critique, et notamment au regard de la crise sanitaire. En fait, la fonction d'accueil est vite apparue comme celle en première ligne, avec un rôle de médiateur administratif. Il doit savoir tout faire, il doit connaître toutes les démarches, et puis il se pose un problème de responsabilité, c'est j'ai envie d'aider, mais jusqu'où je peux aller. Donc il y a cette idée-là aussi. En fait, mon titre d'inclusion numérique, il est un peu un contre-pied, mais l'idée c'est bien que l'agent d'accueil est impacté par la transformation des métiers, puisque maintenant, pour pouvoir exercer son métier, c'est un peu le cas d'autres agents, pour pouvoir exercer son métier, il doit avoir des compétences numériques qui ne faisaient pas forcément partie de son bagage de départ. Donc
L'idée, c'est d'accompagner ces agents, mais pour pouvoir les accompagner, et là on peut passer à la diapo suivante, pour pouvoir les accompagner, il faut pouvoir déterminer sur quoi on va les former, sur quoi on va les faire monter en compétences. Donc pour ça, ce qui a été envisagé, c'est pour ça que le lien avec l'inclusion numérique est naturel, c'est que sur la communauté, on est en train de recruter un conseiller numérique France Service qui va être mutualisé. Et l'idée, c'était que ce conseiller numérique pouvait être une ressource pour faire monter les agents dans leurs compétences numériques pour l'aide aux démarches des citoyens. Évidemment, vu la disparité du territoire et de toute façon de nature, les agents d'accueil détiennent pas tous les mêmes compétences, donc il faut faire un bilan. Il faut pouvoir déterminer, à partir d'une évaluation préalable, quels sont les niveaux individuels, déjà, et puis ensuite, quel est un profil si on peut ressortir un profil de groupe, pour pouvoir mettre en place des formations ciblées, pour faire monter les agents en compétences là où ils en ont besoin. Et là, vous anticipez sur la deuxième partie de cet événement où on présentera déjà quelques solutions, effectivement, pour passer à l'action, en fait, dans l'accompagnement des agents, notamment des agents d'accueil. D'accord. Juste, en fait, l'idée, c'était, pour conclure, je ne parlerai pas de PIX tout de suite, alors si vous voulez. L'idée, c'est de mettre en place une méthodologie autour de ce réseau des agents d'accueil, d'un focus sur un métier qu'on a jugé le plus en difficulté pour le moment, celui qu'on avait à aider en priorité, et puis de transposer cette méthodologie sur d'autres métiers, avec toujours l'idée d'une évaluation individuelle pour un profil collectif, puis un accompagnement par des formations ciblées. Merci beaucoup François pour ce témoignage de votre action territoriale à Quimperlé Communauté. Donc on voit que cette catégorie d'agents, les agents d'accueil, ressortent comme étant une cible assez prioritaire à Quimperlé et puis peut-être aussi dans le groupe de travail des interconnectés. Je me tourne vers Alice Marquette puisque vous travaillez au CNFPT qui a récemment publié une étude prospective sur l'impact du numérique sur les métiers des agents des collectivités. Et est-ce que cette catégorie des agents d'accueil ressort particulièrement? Est-ce que c'est la plus concernée finalement ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de cette étude? Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour vous expliquer un petit peu d'où on parle, le CNFPT, on est donc le Centre national de la fonction publique territoriale. On est le service public du service public local. On est l'organisme de formation des agents territoriaux, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Et donc, notre job, c'est de s'assurer que les agents territoriaux disposent des compétences dont ils ont besoin pour être à l'aise sur leur métier actuel, mais aussi être préparés à l'évolution de leur métier demain. Et ce qu'on se disait là sur le fait que des agents qui n'ont pour l'instant pas besoin de numérique dans leur métier ont une appétence pour se préparer, c'est quelque chose qui ressort aussi dans nous ce qu'on regarde, c'est-à-dire qu'il y a un énorme besoin de préparer la transition professionnelle, de préparer des éventuelles reconversions pour des agents qui ont des métiers usants physiquement par exemple. Voilà, puisque un de nos gros objets, c'est de faire de la veille sur l'évolution des métiers territoriaux, sur de quoi ont besoin les agents territoriaux, nos collègues de la direction de l'observation prospective des emplois, métiers et compétences ont identifié ce sujet transversal de quel est l'impact de la transition numérique sur les besoins de compétences des agents territoriaux actuellement et à horizon 10-15 ans. Donc on peut passer. Donc je vous incite bien sûr. Pardon, merci, j'avais pas vu que j'avais. Il en ressort vraiment que c'est un besoin très fort, c'est-à-dire que tous les métiers territoriaux sont concernés et près d'un tiers sont fortement impactés dans les 10-15 prochaines années. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément connu, mais c'est le CNFPT qui tient le répertoire des métiers territoriaux. Et donc on a à peu près 250 métiers territoriaux et on en a plus de 40 dont il ressort de l'étude qu'ils ont à la fois un impact fort de la transition numérique sur les conditions d'exercice du métier, le contenu du métier, et à la fois que les agents qui exercent ce métier ont un besoin de compétences fort.
C'est vraiment très net qui ressortait de cette étude qui a été menée pendant 2 ans et qui a permis de rencontrer à peu près 300 collectivités. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez massif. On a identifié donc ces 42 métiers qu'on a appelés sensibles et on a croisé ça avec les effectifs. Et il en ressort 5 métiers en particulier sur lesquels on a vraiment notre attention très attirée. On a bien sûr le métier d'agent d'accueil, où on a plus de 44 000 agents qui exercent ce métier. Chez nous, on ressort aussi très nettement les agents de gestion administrative. Tous les effets de la dématérialisation, du cycle de vie de la donnée, etc., vont être très importants pour ces agents-là. Le métier de travailleur social est très concerné aussi, et en particulier, quel rôle vis-à-vis de mes usagers les plus éloignés du numérique et qui sont vraiment dans un risque de rupture de l'accès aux droits. C'est vraiment quelque chose de très fort. Les métiers de la comptabilité de toute la chaîne financière sont aussi très concernés, et les métiers de secrétaire de mairie, et qui pour nous sont un sujet d'attention particulière parce que ce sont des agents qui ont du mal à partir longtemps en formation, qui peuvent être très isolés, et donc il y a vraiment besoin de porter une attention très particulière à ces agents-là. Là, ça c'était pour les constats un peu durs. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on n'avait plus pensé dans les premières années, c'est-à-dire le côté il y a des métiers qui vont disparaître, il faut se préparer à requalifier des masses énormes de collègues, finalement ne ressort pas tant que ça. On voit bien qu'on a de la disparition et du déclin d'activité, mais finalement qui est compensé par de l'émergence d'activités nouvelles. On le voit chacun dans nos collectivités, c'est que la personne dont le métier c'était de transporter du courrier, transporter des parapheurs, finalement son métier il n'a pas disparu, son métier il a été requalifié, et le collègue fait autre chose, mais il reste un besoin dans la collectivité. Voilà, l'étude fait ressortir 33 métiers dont on se demande un peu quel sera l'avenir, mais finalement ce qu'il en ressort très nettement, c'est que beaucoup d'activités nouvelles viennent compenser la disparition de certaines activités de manipulation de papier, etc. Donc finalement, le numérique va infuser dans la plupart, voire la quasi-totalité des métiers des collectivités territoriales, et ça va demander aux collectivités et aux partenaires des collectivités de pouvoir mettre en place des méthodologies et des outils pour pouvoir accompagner en fait les agents. Et j'imagine que le CNFPT, on en reparlera après, a prévu quelque chose aussi. Céline Colucci, dans le groupe de travail que vous avez monté sur les compétences numériques, est-ce qu'il ressort des bonnes pratiques ou déjà justement des méthodologies ou des outils qui permettent d'accompagner cette transformation numérique et d'accompagner les agents dans l'acquisition des compétences numériques? Alors, on est en plein travail, donc c'est pas un résultat abouti que je peux partager aujourd'hui. En tout cas, je voulais remercier le CNFPT pour ce travail prospectif qui a été réalisé, parce qu'effectivement, ça a permis d'avoir une photographie intéressante de la situation nationale. Puis ça rassure toujours les collectivités de se dire, mais en fait, il n'y a pas que chez moi que c'est comme ça. Donc ça, c'est un premier point important. Je vois qu'à Quimperlé, on dit oui. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, vous me corrigerez, François, si besoin, mais l'idée, c'est vraiment, on est en train de construire une sorte de feuille de route collectivement. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le cadre du groupe de travail. Donc, on a toujours une vingtaine de collectivités différentes qui travaillent ensemble, c'est le principe. Et puis, on a partagé votre étude, les différents points qu'on a vus, puis chacun a partagé aussi son expérience. Et on est en train de constituer finalement ensemble un petit peu les grands items qu'on peut retenir. Un premier point, peut-être, c'est effectivement, mais ça c'est vrai dans quand on aborde n'importe quel sujet, c'est l'état des lieux. Je pense que ça, c'est vraiment le point important. Ça paraît idiot à dire, mais c'est quand même pas toujours fait. Donc, faire cet état des lieux interne de où on en est et quelles sont les personnes impactées, combien de personnes sont dans les métiers que vous avez identifiés comme tendus, etc. Ça donne une première photo et ça permet aussi de mobiliser les acteurs. Parce que l'autre point extrêmement important, et ça c'est vraiment ressorti très très fort dans la dernière réunion, c'est que c'est pas une histoire de DRH, c'est pas une histoire de DSI, c'est une histoire vraiment d'organisation. Parce que, outre former les gens, il faut aussi, en général, accompagner
le changement, parce qu'on va être aussi dans un management différent. On va aussi impacter la manière dont fonctionnent les différents métiers. Un exemple tout bête, des agents qui aujourd'hui n'utilisent pas le numérique, qui sont sur le terrain, le jour où on met en place un intranet pour pouvoir accéder aux demandes de congés ou aux fiches de paye, il faut leur libérer du temps, un espace où ils accèdent à un ordinateur et les former à cet ordinateur. Ça, c'est pas fait pour. Et pour le chef, entre guillemets, c'est du temps perdu sur le terrain. Donc, il faut aussi que les encadrants puissent être en capacité d'accompagner. Je donne un exemple un petit peu comme ça, juste pour l'illustrer, mais c'est aussi ressorti très fort le besoin d'impliquer les directions métiers, que les cadres puissent être vraiment force de proposition dans ces évolutions-là. Puis ensuite, mettre en place évidemment des temps d'acculturation, de formation, et puis que ça puisse accompagner finalement tout au long du temps. Parce qu'une formation ponctuelle, et c'est aussi ça qui est difficile, on se met à jour sur une journée, 2 journées, et puis quand on revient sur nos pratiques 15 jours après, s'il n'y a personne pour faire le relais, s'il n'y a pas cette émulation interne, le collègue qui peut donner un coup de main et puis des moments d'acculturation plus génériques, ça peut assez vite être oublié. Donc là aussi, des bonnes idées comme des petits déjeuners numériques, des moments de convivialité, on partage, on fait venir peut-être parfois un expert. Ça peut être aussi des bonnes idées pour continuer à faire ça dans quelque chose de positif en fait. Donc, à venir bientôt, un répertoire de toutes ces bonnes idées, bonnes actions et peut-être une méthode avec les grandes étapes pour mettre en place une stratégie d'accompagnement. On essaye de documenter au mieux et on revient vers vous dès que c'est prêt, promis. Merci beaucoup, Marie Bancal, responsable du développement chez Pix. Donc nous, en fait, quand on a commencé à travailler sur ce sujet des compétences numériques, il y avait quand même un acteur qui revenait régulièrement quand on questionnait les collectivités, c'était Pix. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que fait Pix, peut-être quel est votre rôle dans les compétences numériques, et puis après nous dire comment cette cible des collectivités territoriales est arrivée aussi chez vous, puisque vous avez pu être sollicité pour mettre à disposition votre outil. Oui, alors Pix, c'est un acteur qui s'intéresse effectivement de près au sujet des compétences numériques, puisqu'on a été créé il y a 4 ans maintenant pour accompagner la montée en compétences numériques de l'ensemble de la population, rien de moins. En tout cas, c'est l'objectif. D'accompagner cette montée en compétences numériques de tous les publics tout au long de la vie, avec plusieurs cibles, les élèves, les étudiants, mais aussi les adultes, et avec l'ambition de s'adresser aux citoyens, mais aussi aux collaborateurs ou aux élèves dans des cadres du coup qu'on dit prescrits, et avec du coup 3 services qui sont rendus par une plateforme: l'évaluation, l'accompagnement à la montée en compétences et la certification des compétences numériques. Les collectivités, c'est vrai, se sont assez vite en fait intéressées à ce qu'on faisait, puisque et je pense que ça a été assez bien dit depuis le début de cette table ronde, le sujet des compétences numériques rôde depuis un moment, avec la dématérialisation, avec la multiplication des outils numériques. Et finalement, en fait, elles se sont adressées à nous avec plusieurs points d'entrée possibles. Soit avec un point d'entrée qui était de dire on sent qu'il y a des agents en situation de fracture numérique et on voudrait pouvoir les repérer. Et donc, on se dit qu'avec votre outil, on devrait pouvoir être en mesure de proposer des tests qui nous permettraient de repérer ces situations de fracture numérique. Et il est vrai que on travaille avec la mission Société numérique, avec la NCT depuis un moment, avec les acteurs de la médiation numérique, et donc on a développé des outils qui permettent du coup de détecter des situations de fragilité numérique, de fracture numérique. Il y avait un autre point d'entrée qui était de dire on a besoin de cartographier, de bénéficier en fait d'une vision plus exhaustive de l'état des compétences numériques de nos agents. Donc c'était pas forcément une entrée stricto sensu fragilité numérique, mais plutôt pour construire un accompagnement de l'ensemble de nos agents, pour anticiper justement sur ces évolutions, pour proposer des feuilles de route, des plans de formation qui soient adaptés,
eh bien, on souhaiterait pour proposer des tests à l'ensemble des agents. C'était par exemple l'approche de la région Bretagne, avec qui on travaille depuis 3 ans, et qui avait une vision qui anticipait en fait beaucoup l'évolution des métiers et qui disait, y compris pour des agents qui aujourd'hui ne travaillent pas du tout dans des environnements numérisés, il faut pouvoir anticiper. Et puis qu'il y avait une posture d'employeur responsable, c'est-à-dire que, y compris pour des agents qui ne vont pas forcément utiliser tout de suite le numérique, ce sont des agents qui ont besoin du numérique dans leur vie quotidienne et on se doit aussi, en tant qu'employeur responsable, de leur donner les moyens d'acquérir des compétences numériques. Et puis, il y a une troisième entrée qui peut être plus thématique et il y a un certain nombre de collectivités qui nous approchaient par cette voie-là. Ça a été le cas notamment de la ville de Paris, mais ça a été le cas d'autres collectivités. La ville de Paris, elle est venue nous voir en nous disant « on a un sujet data, voilà, on aimerait faire un cycle d'acculturation à la data ». Sauf qu'avant d'inscrire nos collaborateurs, nos agents à des formations à la data, on aimerait bien vérifier où ils en sont en fait et est-ce qu'ils ont les bases pour pouvoir faire des formations à la data et dans quel niveau de formation les inscrire, est-ce qu'ils ont les prérequis, etc. Et donc là, c'est plus une entrée thématique. On peut avoir des entrées thématiques sur la cybersécurité, sur les réseaux sociaux, sur les outils collaboratifs, etc. Donc ces 3 types d'entrées thématiques, je schématise un peu, mais c'est un peu ça les 3 types d'entrées qu'on avait. Et globalement, en fait, peu importe le type d'entrée qu'on a, le point commun de tout ça, c'était de dire on a aussi envie d'une approche bienveillante. Et c'était un peu la marque de fabrique de Pix, de dire comme l'algorithme de Pix, c'est un algorithme adaptatif, peu importe le niveau des gens, le niveau des tests va s'adapter à leur niveau. Et donc, on sait qu'ils ne vont pas être confrontés à quelque chose de trop difficile. Ça n'a jamais été imposé. Donc, dans les démarches, c'est important, c'est jamais imposé aux agents. C'est parfois plus ou moins incitatif, mais c'est jamais imposé. Et c'est souvent proposé comme quelque chose d'auto-évaluatif. Donc, venez voir voilà, où vous en êtes, et la collectivité derrière va vous proposer des dispositifs pour vous accompagner. Donc c'était un peu ça toujours le point d'entrée. Oui, et peut-être la spécificité aussi, c'est de se dire que Pix ne forme pas à des outils, ou enfin ne permet pas de se tester sur des outils, Exactement. Mais vraiment sur des compétences qui permettent d'être autonome et de s'adapter à de nouvelles situations, puisqu'on sait bien que les outils numériques vont évoluer, ils vont continuer d'évoluer, et l'enjeu, c'est d'être capable d'être autonome et de réagir à de nouveaux environnements. Je vais passer la parole à François Vergnon, puisque vous, et on l'a évoqué tout à l'heure, mais vous avez justement testé Pix, vous disiez avoir envie de mettre en place une méthode qui commence par un diagnostic des compétences. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous avez testé le Pix générique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Oui, j'ai un peu anticipé tout à l'heure. On est bien sur une démarche expérimentale. On expérimente, on tâtonne. Ce qui nous manque, c'est, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir établir une montée en compétences et un programme de formation pour les agents, c'est un référentiel qui soit propre à chacun des métiers. Pour ça, on a commencé par essayer ce qu'il pouvait y avoir comme outil à disposition et on a essayé de voir comment on pouvait utiliser Pix. Alors, il y a plusieurs difficultés, il y a plusieurs entités, il peut y avoir plusieurs manières de l'utiliser. On est parti sur la version générique, essayer d'évaluer à la fois ce qu'on pouvait en sortir, le temps qu'il fallait, comment on pouvait s'organiser pour que les agents puissent le faire, ce qui n'est pas toujours simple en termes de disponibilité. Quand dans une petite commune, il y a un agent d'accueil à la mairie qui fait aussi agence postale, qui fait tout, qui fait l'accueil téléphonique et puis qui fait parfois l'aide aux démarches, parce qu'il faut aider quelqu'un qui vient demander de l'aide. C'est pas évident de savoir dégager du temps pour arriver à s'évaluer. Et puis, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est l'outil générique permet difficilement de faire un diagnostic de groupe. C'est si je fais passer à 30 agents sur l'ensemble du territoire, quelles sont les compétences et les socles communs qui correspondent à ce métier en particulier, à ces missions. J'ai du mal, c'est compliqué. On risque de perdre pas mal de temps à essayer d'éplucher chacun des profils individuels, d'où l'idée de mettre en place quelque chose ou de réfléchir à mettre en place quelque chose qui permette de sortir ce profil de groupe, qui fasse apparaître à la fois le référentiel du métier, mais également les éléments importants à former
en utilisant la ressource, comme je disais tout à l'heure, pour ce métier-là du conseiller numérique France Service, dont on détourne un peu la vocation première, mais on avance toujours par la transgression et par l'émancipation, donc on s'en sert. Évidemment, l'idée, c'est à partir du moment où on aura réussi à mettre en place cette méthodologie pour ce métier-là, c'est de l'utiliser pour d'autres agents. On citait tout à l'heure les métiers administratifs avec les problèmes de l'archivage, de la dématérialisation, de la GED, etc. Mais on peut élargir aussi avec le travail collaboratif. Notre approche n'est pas du tout d'envisager la montée en compétence des agents dans une vision de reclassement ou je n'utilise pas le numérique parce que je ne sais pas faire au quotidien et ça me pénalise en tant qu'agent. Et donc, évidemment, on a une responsabilité en tant que collectivité dans l'accompagnement de ces agents, mais là, on est bien sur la montée en compétence des agents dans le cadre de leur métier pour qu'ils puissent l'exercer de façon plus efficace et plus sereine aussi. Donc, il y a cette idée aussi de valoriser les acquis, de l'inscrire dans un parcours RH qui permette de faire monter les agents au fur et à mesure que la transformation se passe. On a tendance à dire que la transformation, elle vient de démarrer. En fait, c'est vraiment un processus continu qui n'a pas commencé hier et qui ne s'arrêtera pas demain. Il n'y a pas de fin. Donc, effectivement, il faut anticiper, il faut avoir peut-être un pas d'avance. Ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup. Ben, c'est vrai que les constats que vous faites, c'est intéressant parce que vous n'avez pas participé aux travaux sur PIX Territoire et puis finalement, c'était déjà des choses qui ressortaient ailleurs et notamment des collectivités avec lesquelles PIX vous aviez pu travailler. Un petit mot, on parle de PIX depuis tout à l'heure. Si vous voulez voir déjà à quoi ressemble un test PIX, on vous met un lien dans le chat puisqu'on a développé un petit module, une sorte de service démo pour voir à quoi ressemble un test PIX. Et puis, en 20 minutes, vous aurez aussi un premier aperçu de votre niveau de maîtrise des compétences numériques. Et attention, il peut y avoir des surprises. Donc, je reviens vers vous, Marie Bancal. Donc, on a travaillé ensemble, la Banque des Territoires et PIX, sur justement l'adaptation de cette offre PIX Pro aux collectivités, donc aux spécificités des métiers des collectivités, au niveau d'attente qu'on peut avoir vis-à-vis de chaque métier. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que sera cette offre, à quoi elle va y ressembler, et puis quand est-ce qu'on pourra la voir? Alors, je me lance. Donc, effectivement, après cette belle introduction sur pourquoi c'est compliqué, merci François pour les éléments. Donc, on voyait bien que pour une collectivité, il y a le besoin de... On voulait en gros faire baisser le coût d'entrée pour une collectivité et que ce soit plus simple de déployer PIX pour une collectivité. Si je dois résumer l'ambition de PIX Territoire, c'est ça. Donc en gros, il y a l'idée de faire deux choses. Des tests sur mesure, donc c'est des parcours qui soient adaptés aux besoins des collectivités. Et puis, des outils pour faciliter le déploiement. Donc, c'est ce qu'on regroupe sous la logique de kit de déploiement. Dans les tests sur mesure, en fait, on combine deux approches. Une logique de socle de base et une logique de parcours qui soit adapté à des besoins des différents profils métiers. Donc, une approche plus sectorielle. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez dans ce qui va suivre, ça recoupe beaucoup les métiers qui ont été identifiés dans l'étude du CNFPT. C'est pas complètement un hasard. Il se trouve que le calendrier des travaux était plutôt bien tombé et que donc on a pu prendre en compte l'étude du CNFPT au moment où les ateliers de travail se déroulaient. Et donc c'était plutôt très bien. Merci le CNFPT d'être venu enrichir les travaux à ce moment-là. Donc peut-être pour rentrer dans le détail. En termes de parcours, l'idée, c'est de se dire qu'il y a un premier besoin qui est de pouvoir mettre à disposition de toutes les collectivités un parcours qui est de l'ordre du socle de base de compétences numériques pour tous les agents. Donc, dans l'offre PIX Territoire, il y aura ce parcours
Et dans ce parcours, qui a été défini à l'occasion de groupes de travail qui ont réuni des collectivités de toute taille, de toute nature. Voilà, vraiment, ça a été un travail collaboratif. On retrouve des éléments sur la navigation et l'utilisation du matériel, l'environnement numérique, la culture numérique, les outils collaboratifs, la cybersécurité et les bases de la bureautique. Alors, ça peut sembler un peu abstrait, c'est des choses extrêmement concrètes derrière. On parle d'items extrêmement concrets sur la maîtrise de la souris et du clavier, la capacité à faire des recherches en ligne, l'usage de la messagerie, la capacité à gérer ses fichiers, la capacité à scanner et imprimer. Enfin, voilà, derrière, c'est des choses, on a identifié des items extrêmement concrets. Et puis, on a identifié aussi des niveaux de maîtrise attendus. Voilà, Et je précise aussi que ce socle de base, il va probablement avoir un petit frère ou un cousin qui sera un parcours de détection, puisqu'on s'est dit que ça pourrait être utile d'avoir un parcours court de détection qui pourrait répondre à des besoins dans certains cas précis. Ce socle de base, il va se voir complété, comme on le disait, par une approche différenciée par corps de métier. Alors, sur cette approche différenciée par corps de métier, on a distingué différents types d'agents. La première catégorie d'agents sur laquelle on a travaillé, ce sont les agents au contact du public. Dans cette catégorie d'agents, on a distingué d'un côté des agents plutôt pluridisciplinaires et des agents qui avaient plutôt une connotation sectorielle, même si ça ne se voit pas là, graphiquement, mais assistants en protection de l'enfance et travailleurs sociaux, ils ont quand même une dimension métier assez forte. Enfin, voilà, ils ont quand même, les autres, ils sont plus pluridisciplinaires. Agents d'accueil dans des maisons France Service, secrétaires de mairie, agents d'accueil d'équipements sportifs et culturels, ils sont quand même amenés à avoir une certaine pluridisciplinarité. Quand on est assistant en protection de l'enfance, il y a une dimension métier très forte dans ce qu'on fait. Ça a été pris en compte dans les travaux, dans l'identification des compétences attendues. Et on retrouve des métiers à très fort effectif, comme exactement, indiqué, ouais. Exactement. Donc ça recoupe effectivement pas mal ce qui a été présenté par Alice sur effectivement les métiers un peu critiques du coup qui ressortaient de l'étude. Sur les agents de terrain, on a identifié, après avoir essayé de tourner différemment cette catégorie, finalement, ce qui ressort, ça peut sembler étonnant, ça n'est pas la couleur de cheveux, contrairement à ce qui peut apparaître sur la slide, mais c'est finalement des agents de terrain qui utilisent des progiciels versus ceux qui n'utilisent pas des progiciels. En gros, c'est ceux dont l'utilisation du numérique est liée uniquement à leur vie d'agent sur des sujets RH ou autres, ou ceux qui l'utilisent au titre de leur fonction, en fait. C'est ça, en fait, le distinguo dans les compétences numériques attendues. C'est ça qui ressortait des ateliers. Et ensuite, côté agent administratif, on a distingué plusieurs profils. En tout cas, on a travaillé sur plusieurs profils. Assistant de gestion, donc là en fait c'est vraiment des profils d'agents qui sont impliqués dans l'instruction de dossiers internes ou externes. Donc le terme, c'est pas facile de trouver des termes un peu génériques parce que ça recoupe des formules un peu différentes selon les collectivités, mais c'est vraiment des profils qui sont impliqués dans la chaîne comptable et financière, RH, des instructions de dossiers. Donc à nouveau on retrouve des profils qui ont été cités dans l'étude. On avait chargé d'études, donc ça peut recouper des notions de gestion de projet ou conduite d'opération. Les assistants de direction, les encadrants, et puis secrétaires de mairie. Comment faire sans identifier à nouveau le sujet des secrétaires de mairie. Donc, sur ces différents profils, on a identifié les compétences numériques qui étaient attendues pour ces différents profils métiers. Et en fait, ce qui ressort... Merci. Alors, c'est une vue synthétique, mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on va proposer des parcours adaptés en fonction de ces différents profils métiers et que dans ce qui sera proposé dans le kit pour les collectivités, il y aura quelque chose de clé en main pour dire, voilà, en fonction de la typologie des agents auxquels vous voudrez vous adresser,
vous aurez le choix des parcours à leur proposer, avec quelque chose d'assez modulaire en fait, pour pouvoir choisir ce qui est le plus adapté en fonction des situations. Ça ne sera pas monolithique. L'idée, c'est ça sera assez modulaire pour pouvoir choisir en fonction des situations et dire moi je vais choisir ça, puis ça, ou ça et ça. Mais voilà en tout cas ce qui nous, de notre point de vue, semble le plus adapté. Donc ça sera plutôt une préconisation, mais avec quelque chose d'assez modulaire pour pouvoir, en fonction des situations des collectivités, choisir ce qui est le plus adapté. Oui, parce que ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est que le référentiel de compétences PICS, il est très large et il couvre toutes les compétences du référentiel européen. Donc, s'évaluer sur tout PICS, ça prend beaucoup de temps. Donc là, l'enjeu, c'était bien de sélectionner les compétences prioritaires à évaluer et avoir un niveau d'attente de maîtrise adapté à chaque métier. Donc peut-être juste rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est en tout cas sur des profils administratifs, on a vu ressortir des sujets liés au cycle de la donnée, à des situations de télétravail, voilà, ça ne va pas forcément vous surprendre. Sur des agents de terrain, on a vu émerger des sujets liés au numérique en mobilité, voilà. Et sur les agents au contact du public, eh bien évidemment, on a vu émerger des sujets liés à l'accompagnement des usagers sur les services en ligne. Voilà. Donc vraiment, on a vu ressortir des compétences numériques vraiment liées aux différents métiers, et c'est ça qu'on va retrouver dans les parcours qui seront disponibles pour les collectivités. Je finis sur comment ça va se passer concrètement le lancement de cette offre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la méthode chez PICS, c'est toujours de tester par petits pas, de co-construire, de tester, de déconstruire, de reconstruire, d'ajuster. C'est comme ça qu'on fait depuis le début. Et donc, on continue à faire comme ça avec la Banque des Territoires et puis avec tous ceux qui veulent bien construire avec nous. Et donc, ça se passe aussi comme ça depuis le début où on s'est lancé dans PICS Territoire. Donc, il y a eu un comité d'orientation qui a accompagné les travaux depuis le début de PICS Territoire. Il y a eu beaucoup de collectivités qui se sont investies dans les travaux et on les remercie, je pense. Il y a quelques-unes qui sont là. Voilà, leur rapport a été assez déterminant. Et là, on souhaite aussi associer plus largement des collectivités dans cette expérimentation de PICS Territoire pendant 3 mois pour tester concrètement le contenu de cette offre et nous laisser aussi l'opportunité d'ajuster après un test un peu grandeur nature. Ce qui est prévu, c'est de permettre aux collectivités qui souhaiteraient tester cette offre d'avoir accès à la plateforme d'administration des tests qui s'appelle PICS-Orga, qui permet d'inviter des agents à suivre des parcours et de visualiser leur avancement et les résultats. D'accéder du coup aux tests sur mesure dont on vient de parler, donc le socle de base, les parcours thématiques adaptés au profil d'agents, d'accéder aux kits de déploiement, donc les supports de communication, les scénarios de déploiement pour les différents types d'agents, etc. Et puis, dans le cadre de l'expérimentation, il y aura aussi des espaces d'échange qui seront mis en place pour permettre aux collectivités qui se lanceront de pouvoir échanger entre elles, de pouvoir échanger avec l'équipe projet assez librement. Et puis, on mettra en place 2 points d'étape, à distance, notamment au regard du contexte, mais ça sera plus facile aussi, pour pouvoir recueillir les retours des collectivités et pouvoir ajuster. L'idée, c'est de mettre à disposition des collectivités qui souhaiteraient se lancer, grosso modo, une capacité d'engager 50 collaborateurs maximum, voilà, sur la durée de l'expérimentation. Il y a un lien qui devrait être mis à disposition. Il y a un lien dans le chat. Un lien qui va être posté ou est posté dans le chat qui vous permet de pouvoir accéder au formulaire pour vous inscrire à cette phase de test. Donc, nous, on arrête la collecte des candidatures au 15 janvier pour pouvoir lancer l'expérimentation toute fin janvier. Donc, vous allez voir, on demande des informations sur votre projet. Donc, soit il est très avancé, soit pas encore trop. Et puis, il pourra y avoir aussi un temps d'échange, évidemment, avec nos équipes. Et on va essayer de recruter parmi nos testeurs une diversité de situations aussi pour pouvoir justement tester les différentes configurations, plutôt la détection de la fracture numérique, plutôt la cartographie de l'ensemble des compétences, plutôt l'accompagnement de transition plus spécifique. Donc voilà, n'hésitez pas. Des toutes petites collectivités, des toutes petites, des moyennes, comme des très grandes, comme des plus grandes. Tout à fait, avoir toute cette diversité-là.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui vous est communiqué dans le chat. Pour finir, je me retourne vers le CNFPT. Il me semble qu'on avait fini côté PIX Territoire. Voilà, le lien est affiché ici, mais ce sera plus simple de l'avoir en hyperlien. Donc, je voulais me retourner vers le CNFPT puisque vous, donc là, on a parlé d'un des outils qui permet de travailler sur les compétences numériques, qui est plutôt l'outil de diagnostic. Mais évidemment, après, il s'agit, une fois qu'on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et là, au CNFPT, vous proposez déjà des réponses et vous allez renforcer ces offres. Tout à fait. Pour vous dire qu'on est ravis que l'étude voilà, maintenant vive et serve parce que ça permet à tout le monde de partager le même vocabulaire. Je pense que voilà, on parle de la même chose quand on parle du besoin de compétences des agents territoriaux, des compétences numériques. Et donc j'incite tout le monde à aller voir l'étude elle-même et en particulier pour les agents qui bossent dans les RH par exemple, à aller voir la cartographie des besoins de compétences qui ressortent, puisqu'on a essayé de montrer métier par métier quelles étaient les grandes familles de compétences dont on avait besoin, et on voit qu'en fait, chaque métier a besoin d'au moins 3 des 6 grandes familles de compétences. C'est vraiment un besoin massif dans les prochaines années, et on a déjà aujourd'hui au CNFPT beaucoup d'offres là-dessus, ça fait partie des grosses demandes des collectivités auxquelles on répond. Donc on va sortir un catalogue en décembre, un petit recueil de notre offre, pour faciliter encore le repérage de notre offre. J'incite aussi les collectivités à venir nous voir parce qu'on propose aussi ce qui est moins visible dans notre communication externe, ce qu'on appelle des intras. C'est-à-dire que les collectivités peuvent aller voir leur délégation régionale du CNFPT pour dire voilà où j'en suis dans mon repérage, voilà ce dont j'ai besoin à l'instant T, qu'est-ce que vous pouvez me proposer. C'est vraiment un dialogue qu'on est très preneur d'avoir avec les collectivités, on est là pour ça. Et dans les prochaines années, sur la base de ce qui ressort de cette étude, bien sûr, on a vocation à développer encore notre offre, notamment le cycle de vie de la donnée que vous pointiez. C'est un des gros sujets qui ressort des besoins d'accompagnement des collectivités, tout comme la sensibilisation des encadrants, des DG, des DSI, des DRH. Génial, donc beau programme pour 2022. On va pouvoir passer à la séquence de questions. N'hésitez pas à en poster dans le chat. Je sais pas, je crois qu'il n'en a pas encore eu. Moi, j'en avais une pour lancer la salle. Il y a peut-être un préjugé ou un présupposé qui est celui des générations. Et du coup, je voulais revenir dessus parce qu'on l'entend de temps en temps. Est-ce que le fait que les générations les plus jeunes seront peut-être bientôt, celles qui ont eu accès à Internet plus tôt, seront bientôt majoritaires, est-ce que ça va régler cette question des compétences numériques? Et là, je vous laisse vous exprimer. Qui veut prendre la parole? On est tous d'accord pour dire non, je crois. Donc je propose qu'on aille rapidement chacun dire pourquoi. Nous, ce qui nous ressort très nettement, c'est que utiliser un logiciel métier, comme on le pointait là, c'est pas du tout naturel. C'est pas des outils qui sont faciles, ergonomiques, qui ressemblent au numérique qu'on utilise dans la vie privée. Donc quelqu'un qui est à l'aise avec le numérique dans la vie privée n'est pas forcément à l'aise avec le numérique professionnel. Ça nécessite un accompagnement spécifique. Je compléterai en citant l'étude dont Céline a parlé. Dans cette étude sur les compétences numériques des agents territoriaux, on avait regardé des résultats par tranche d'âge qui montraient qu'effectivement, sur certaines compétences numériques, les agents les plus jeunes étaient effectivement plus à l'aise, mais sur d'autres, notamment sur les données personnelles ou sur la cybersécurité, il n'y avait pas de quoi se réjouir sur les profils les plus jeunes, et donc sur des compétences dont on peut estimer qu'elles sont critiques, on n'est pas forcément plus à l'aise en étant plus jeune. Donc voilà. Oui, puis peut-être pour terminer le panel, c'est vrai que c'est aussi une question qui déborde des organisations internes, de se dire finalement les jeunes générations, parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux, les téléphones, etc., sont à l'aise avec l'administration, sont à l'aise avec les usages du numérique professionnel, est un leurre absolu. Prenez n'importe quel ado, mettez-le devant un email pour la première fois. Il y a un grand moment c'est assez saisissant quand même, de se dire mais comment ça marche ce truc, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça va au-delà finalement de ça. Donc cette culture numérique finalement, c'est ce mix-là, c'est-à-dire que c'est
son besoin quotidien de qui on est, mais c'est aussi des usages professionnels, mais c'est aussi des usages dans la vie quotidienne. Et comme ça va évoluer tout le temps, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir les clés de fond pour comprendre comment ça marche, pour comprendre ce monde numérique dans lequel on vit tous maintenant, et pour pouvoir évoluer avec, ne plus avoir peur de se former au fur et à mesure. Et ce que je trouve très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est ça, c'est finalement, on est aussi en train de se dire, finalement, à n'importe quel moment, je peux avoir besoin d'un coup de main, je peux avoir besoin de me former, de me remettre à niveau, et c'est possible de manière assez simple. Et peut-être juste un petit point de vigilance. Moi, je trouve que tous les outils là qui sont proposés sont vraiment super, et c'est un vrai gain de temps, je pense, pour les collectivités, le travail d'élaboration que vous avez fait, pour qu'il y ait un outil clé en main. Mais aussi, là, je parle plus aux collectivités, ne jamais oublier qu'il faut aussi accompagner les agents dans le concret. C'est pas les laisser face à un outil aussi performant, aussi sympathique soit-il. Il faut vraiment accompagner, il faut vraiment que l'organisation soit bienveillante. Alors c'est un terme un peu galvanisé, mais un peu détourné parfois. Mais c'est vraiment l'idée d'accompagner. Et on a eu pas mal de retours d'expérience où finalement les gens se forment sur Pix, mais ils reviennent après dans des moments de groupe de travail collectif avec les encadrants qui sont là, avec d'autres personnes, pour parler, pour échanger sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là que se crée le lien, se crée la confiance, et que c'est comme ça qu'on continuera à avancer collectivement. Je pense que, voilà, c'est juste un point sur lequel je voulais insister, ça me paraît important. Oui, et quelqu'un mettait dans le chat l'accès au test et à Pix, c'est déjà une barrière, ou en tout cas un test en soi. Et François, peut-être que vous voulez réagir pour dire un mot un mot de conclusion sur effectivement ce qu'il faut pour mettre en place une campagne d'évaluation. Vous disiez peut-être du temps, des gens disponibles. Il faut du temps, il faut créer une dynamique. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas se contenter de l'outil, aussi génial soit-il. Et je tiens à dire que je comprends pourquoi vous m'avez demandé de parler de notre expérience, parce que je n'ai pas du tout été associé à la démarche, et ça correspond exactement à nos besoins, déjà. Mais en tout cas, l'outil lui-même ne peut pas tout faire, ça c'est évident. Il faut vraiment créer cette dynamique, il faut accompagner, il faut relancer, il faut faire du présentiel. C'est un peu comme la logique du e-learning, on ne peut pas tout miser sur le distanciel. C'est un peu comme nos réunions, c'est bien quand on se voit de temps en temps comme ça, à distance, mais c'est tellement mieux quand on se voit en vrai. Et c'est vrai que dans le kit de déploiement qui est prévu pour accompagner la solution Pix Territoire, pour nous, ça va être aussi l'occasion de mettre en avant justement ces moyens à prévoir. C'est basé sur vos retours d'expérience. Là, on m'a peut-être pas bien entendu, je parlais hors micro. Mais voilà, effectivement, mettre en avant les moyens à prévoir, le temps à prévoir, et notamment du présentiel. Oui, tu as raison de dire qu'il y a des scénarios de déploiement qui sont prévus. Je tiens juste à dire qu'on a beau être une plateforme en ligne, on ne se leurre pas sur l'importance de l'humain. Et on est les premiers à dire que effectivement, oui, mettre quelqu'un directement devant un ordinateur, ce n'est pas forcément la meilleure façon de venir sur Pix. Et du coup, dans les scénarios qui étaient évoqués par Chloé de déploiement de Pix, on est les premiers à insister sur le fait qu'il faut bien accompagner le déploiement, prévoir de l'humain, et c'est important. Et juste pour conclure, enfin pour ma part, quand je parlais de méthodologie, c'est pas donner les clés pour l'utilisation d'un outil, c'est pas que ça. C'est justement à quel moment il faut prévoir du temps, ou à quel moment on sait que peut-être il va y avoir un fléchissement dans la motivation, à quel moment on peut présenter et comment il faut présenter les choses, la démarche d'évaluation. La fragilité qu'on a par rapport à l'évaluation, elle existe et elle doit s'accompagner aussi. C'est en fait toute cette méthode qu'on essaie de mettre en place. Et j'ai encore cru apercevoir une question dans le chat. Il me semble, est-ce que les conseillers numériques peuvent être mis à disposition pour accompagner l'acquisition de compétences au sein des collectivités? Eh bien là-dessus,
Je n'ai pas la réponse, mais je pense que chaque collectivité s'organise comme elle veut. Je peux vous donner quelques éléments simplement. Effectivement, au départ, les conseillers numériques n'ont pas vocation à accompagner les agents des collectivités. Par contre, dans les plans de déploiement, un certain nombre de collectivités ont fait des propositions permettant de mixer un petit peu les profils. Et donc, certains conseillers peuvent être amenés à avoir un petit temps aussi consacré à amener cette question de l'inclusion numérique, y compris dans les collectivités. Puis d'autres exemples, c'est comme Rennes, dont je citais tout à l'heure, où ils font des sessions mixtes, agents et publics, et du coup ça permet de rester dans la vocation de conseiller numérique. Mais c'est sûr que c'est pas sa vocation première, mais certains pionniers ont voulu quand même pousser un petit peu l'opportunité pour créer des profils un peu hybrides et faire avancer ce dossier-là, et je ne doute pas que ça va aussi faire des petits à l'avenir. Mais c'est pas leur vocation première, il faut le dire. Bien. Est-ce que Alice, vous vouliez dire un dernier mot? Oui, simplement pour revenir sur cette notion de barrière à l'entrée et du fait que voilà, quand on est très éloigné du numérique, le côté distanciel peut faire peur. C'est tout à fait un constat qu'on fait également au CNFPT. On développe de plus en plus de formations mixtes, mais on se rend compte que plus le public est éloigné du numérique et plus on a besoin de lui proposer d'abord et avant tout du présentiel pour faciliter les échanges entre participants, l'entraide, le côté voilà, celui qui est un tout petit peu plus à l'aise peut accompagner son collègue. Et vraiment, nous on croit beaucoup au fait que apprendre avec le numérique, ça fait partie des gros besoins des prochaines années. Bon, merci beaucoup pour tous ces propos. J'espère qu'on retrouvera un maximum de ces conseils, de ces recommandations dans le kit de déploiement. Et puis, on valorisera ça aussi sur notre page « Développer les compétences numériques de vos agents ». Donc, je remercie à la fois tous les intervenants présents, toutes les équipes qui ont travaillé évidemment derrière la conception de PIX Territoire, donc l'équipe du Lab des Territoires et les équipes de PIX, Déborah, Awa, toutes les personnes qui nous ont soutenus dans le développement de ce projet. Et puis bon, de toute façon, c'est pas encore terminé puisqu'on lance cette phase d'expérimentation. Donc on espère avoir de nombreuses candidatures et puis vous retrouver très prochainement. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.